Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial pour faire la suite du dernier épisode où on avait parlé beaucoup de prendre soin de soi-même et des équipes. On avait brièvement abordé le protocole de priorisation aux soins intensifs de la province de Québec. On regarde les chiffres aller pour ce qui est du Québec. Pour l'instant, ça semble être sur la bonne voie. Donc, c'est un protocole qu'on pense ne pas être en mesure d'utiliser. En tout cas, on l'espère fortement. Mais dans l'éventualité où on se retrouverait dans une situation qui serait similaire à celle de l'Italie ou dans d'autres régions du monde où un accès plus difficile aux soins intensifs a été le cas, on s'est dit que ça valait la peine de regarder un peu le protocole ensemble. Fait que pour en parler aujourd'hui, j'ai Yann. Salut Yann. Salut Mathieu. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben ouais, toujours. Effectivement, les chiffres montent beaucoup, puis c'est très exigeant. Fait que je pense que c'est une très bonne idée de discuter de ça aujourd'hui. Puis effectivement, c'est une suite logique de notre dernier podcast. Fait que je suis vraiment content de parler de ça aujourd'hui, puis surtout avec notre invité. Effectivement, aujourd'hui, pour en parler avec nous, on a aussi le docteur Mathieu Moreau. Salut Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour Yann. Allô? Mathieu, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, bien que tu aies été avec nous dans l'épisode 23 sur l'acharnement thérapeutique, pourrais-tu nous faire un bref résumé? Oui, donc Mathieu Moreau, je suis médecin de famille, je travaille à l'hôpital Fleury aux soins intensifs à l'urgence. Cette année, je travaille un peu moins aux soins intensifs à l'urgence parce que je suis résident en soins palliatifs également, donc j'ai plusieurs chapeaux. J'ai un intérêt en éthique clinique et je suis présentement à la maîtrise en éthique clinique. Et puis, j'ai fait partie un peu du protocole de priorisation pour les situations extrêmes en cas de pandémie. Lorsque le protocole a été mis en place, là, au début, j'ai fait partie des consultations initiales, puis j'ai continué à travailler dessus un peu en parallèle cet été puis cet automne. Fait que, en gros, tu l'as vu naître ou tu y as même participé un petit peu, là. Oui, disons que la coquille était déjà un peu là quand on l'a vu naître, mais j'ai participé effectivement dans la première mouture, puis un peu dans la refonte. Puis, dans le fond, toi qui l'as vu de proche, pourrais-tu nous expliquer un petit peu le cheminement de ce protocole-là, d'où ça vient, un peu les grandes étapes que ça a franchi pour donner ce qu'on a aujourd'hui? Oui, le protocole, en fait, c'est une commande du ministère qui a été passée à Marie-Ève Boutier, qui est éthicienne au CIS de Laval et puis aussi membre du bureau de l'éthique clinique de l'Université de Montréal. Et puis, ce protocole-là, en fait, venait surtout comme mesure palliative parce qu'on voyait qu'est-ce qui s'était passé en Italie, là, de voir que des médecins avaient dû trier selon ce qu'on rapporte, selon l'âge des patients. C'est une mesure qu'on trouvait inacceptable au Québec. Donc, il y a une commande qui a été passée pour qu'on essaie de trouver des critères qui seraient plus appropriés pour faire un triage ou une priorisation au Québec. Fort heureusement, ce printemps, cet exercice-là est demeuré très théorique. Et puis, ça a donné le temps à ce que la première mouture qui a été concoctée en 4 jours soit revue avec des experts un peu plus sur le terrain. Le premier protocole a été monté avec des éthiciens, des cliniciens et des patients, mais le délai, l'été puis l'automne a permis de consulter d'autres groupes d'intérêt, notamment plusieurs groupes qui défendent des patients avec des déficiences. Donc, il y a autour d'une centaine de personnes, si ma mémoire est fidèle, qui ont été consultées là, pour établir ce protocole-là. Puis, bien malheureusement, cet hiver, on est un peu plus proche de son application. Alors là, le protocole a été transféré à plusieurs personnes dans les différents milieux cliniques où est-ce qu'on en prend un peu tous connaissance. Puis les réactions qu'on voit de collègues actuellement, mais c'est les réactions que nous, on avait quand on a mis un peu sur papier ce protocole-là, c'est-à-dire la stupeur, mais surtout le profond dégoût de devoir le mettre en application un jour. Fait que là, dans le fond, tu parles de stupeur, de dégoût. Le protocole, de ce que je comprends, il est fait un peu pour pas éviter ça, mais pour essayer d'aider le clinicien à pas être la personne sur qui la décision va reposer entièrement, là. Oui, le protocole, en fait, est fait pour deux choses. La première, on applique vraiment le protocole dans le but de maximiser le nombre de personnes qu'on va sauver, donc le nombre de vies.
Puis la deuxième, c'est pour sortir un peu la décision individuelle du clinicien pour pas que ça repose sur ses propres épaules. Le protocole est en place. Puis, c'est aussi, je pense que c'est important de le mentionner à ce stade-ci, c'est un protocole qui est vraiment québécois, provincial, pour pas que ça soit le clinicien dans l'hôpital A qui doive mettre en place ce protocole-là pendant que l'hôpital B, eux autres, ils ont beaucoup de lits puis il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment que ce soit un protocole québécois puis qu'à la grandeur du Québec, tout le monde qui doit faire une priorisation utilise ce protocole. Le protocole sera dans les notes de la balado, soit dit en passant, pour que tout le monde y ait accès. Fait que c'est un protocole qui est vraiment national. Et il n'y aura pas d'applicabilité locale spécifique pour tel hôpital ou tel hôpital, si je comprends. Mais en fait, c'est quand on va l'activer, c'est que le Québec en entier va se retrouver avec un déficit de lits de soins intensifs. Une des étapes pour pas activer ce protocole-là, c'est de favoriser le transfert de patients de régions où est-ce qu'ils sont à plus haut nombre de patients, parce qu'on voit que la situation de la COVID n'est pas égale partout au Québec. Il y a des patients il y a des régions où est-ce qu'il y a vraiment plus de patients qui sont atteints de COVID, puis d'autres régions qui le sont vraiment moins. Donc, le principe, c'est de transférer les patients de régions où est-ce qu'il y a beaucoup de COVID ou beaucoup de besoins de soins intensifs. On devrait parler de besoins de soins intensifs parce que c'est pas juste les patients avec la COVID qui vont être priorisés. Mais donc, une région, on va la transférer à une autre région pour qu'à la grandeur du Québec, finalement, on atteigne la fameuse saturation de 200%, c'est-à-dire le double de la capacité normale en lits de soins intensifs. Puis une fois qu'on a atteint ça, bien là, à ce moment-là, on mettra en application à la grandeur du Québec le protocole. Et c'est-à-dire que tous les hôpitaux du Québec devraient utiliser le protocole pour identifier les patients qui devraient avoir congé des soins intensifs pour libérer des lits pour pouvoir admettre d'autres patients qui, eux, auraient besoin de soins intensifs puis qui n'ont plus de lits disponibles. OK, fait qu'on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là, puis juste pour donner un peu de chiffres, là, les chiffres exacts, là, je les ai pas, mais c'est environ 560 lits de soins intensifs sur l'île de Montréal, puis environ 1000 lits au Québec. Et il faut comprendre que la situation présentement aux soins intensifs, il y a à peu près, en date d'aujourd'hui, le 23-24 janvier, il y a environ 215-220 patients aux soins intensifs. Mais ça, c'est les patients de soins. Donc, ça veut dire qu'il reste théoriquement 800 lits de disponibles. Mais on le sait que c'est pas la réelle capacité le problème, c'est la capacité de ressources humaines. Alors, on a plein de lits de fermés. Je fais juste penser à mon hôpital présentement. Moi, j'ai 15 lits de disponibles, mais j'ai 10 lits d'ouverts, puis souvent 8 lits d'ouverts. Donc, je suis à la moitié de ma capacité, mais pour moi, ça, c'est mon 100%. Parce que je peux pas ouvrir plus que ça. Alors, ça, c'est ce qui fait que le protocole, même si n'aura pas l'air d'être appliqué vu qu'on a une capacité assez élevée de soins intensifs au Québec à remplir les 1000 lits, mais on n'a pas 1000 lits disponibles en ce moment. Puis c'est ça qui est inquiétant un petit peu, puis c'est pour ça je pense que le protocole a besoin d'être préparé, rodé et mis en place par les équipes. Mathieu va mieux l'expliquer que moi, là, mais mis en place par les équipes pour se préparer à l'utiliser dans le cas opportun. Yann, tu parlais du protocole, un peu de la mise en place là, locale. Mathieu, tu y as touché beaucoup aussi. Comment, pratico-pratique, ça peut se mettre en place, ce protocole-là? Il y a plusieurs manières de le mettre en place, en fait, selon les endroits, parce que bien qu'il y ait des directives un peu nationales, dans l'organisation, il y a des changements, il y a des spécificités locales. Mais disons que je vous dis les principes qui sont plus généraux. La première, c'est que la décision, on l'a dit, ça ne reposera pas sur les épaules d'un médecin. Donc, il faut qu'il y ait des équipes qui s'organisent. Et ça, on a appelé ça typiquement des trios de priorisation. Donc, c'est 3 personnes, un médecin qui pratique à l'urgence ou aux soins intensifs, un autre médecin et puis un éthicien ou encore quelqu'un qui est habitué dans l'administratif. Donc, quelqu'un qui est habitué là, dans le clinico-administratif parce qu'il n'y a pas des éthiciens en nombre suffisant pour qu'à la grandeur du Québec, il y ait un éthicien sur chaque trio de priorisation. C'est ces 3 personnes-là qui vont recevoir les formulaires chaque formulaire correspond à un patient, puis avec ces formulaires-là, vont déterminer quel patient aura un lit de soins intensifs et quel patient n'en aura pas, ou quel patient qui va se voir retirer, par exemple, des soins actuellement aux soins intensifs pour se faire offrir d'autres soins qui n'incluront pas des soins intensifs. Oui, effectivement, ces trios de priorisation-là, nous, on a travaillé beaucoup là, dans notre CIUS là-dessus et on s'est rendu compte que je pense que c'est bon d'avoir ce genre de trio-là, mais on avait peur de se dire, est-ce que la disponibilité va être là en tout temps? Est-ce que ça va être un travail
acharné, excessif, difficile à faire. Alors, toi, Mathieu, comment tu vois ça, ce genre de travail-là? Parce que le nombre de patients qui va être à scorer, là, si on veut, à trouver le pointage ou trouver l'évaluation pour pouvoir voir l'échelle de priorisation finalement. Comment tu vois le travail qui peut s'agencer entre ces trois types de personnes-là, qu'il y en a qui sont peut-être très à l'aise avec les scores de soins intensifs, puis pas les autres, puis d'autres qui sont plus à l'aise avec les questions éthiques, versus d'autres dans le comité qui vont moins l'être, là. Alors, comment tu vois ce travail-là, toi? Mais en fait, il va y avoir, disons, une phase initiale où est-ce que le travail va être vraiment très difficile. C'est quand on va mettre en tension le protocole. Parce que ça veut dire que tous les patients qui sont soins intensifs et tous les patients qui devraient avoir besoin d'un soin intensif vont devoir avoir chacun l'ensemble du formulaire passé. Donc, il y a plusieurs catégories où est-ce qu'il y a il y a des antécédents qui vont permettre de déterminer quel patient pourrait avoir ou ne pas avoir accès aux soins intensifs. Et puis, il y a des scores cliniques. Donc, ce travail-là, la première fois, va être assez lourd parce que c'est les équipes cliniques sur le terrain qui vont devoir le faire et non pas les trios de priorisation. Les trios de priorisation, eux, vont avoir les formulaires une fois remplis par les équipes cliniques sur le terrain. Donc, on sait à quel point ça risque d'être difficile dans cette opérationnalisation-là parce que les équipes cliniques sur le terrain vont déjà être surchargées avec le nombre de patients qu'il y a. Donc, ça veut dire que, par exemple, un urgentologue qui recevrait un patient qui aurait besoin d'être intubé, mais théoriquement, il essaierait de temporiser la situation le plus possible, le temps de remplir le formulaire, puis de l'envoyer au trio qui, en temps presque réel, pourrait se réunir puis de voir qu'est-ce qui se passe avec ce patient-là. Dans les faits, ce qu'il va falloir probablement faire, c'est qu'on va temporiser du mieux qu'on peut, c'est-à-dire que des fois, ça va vouloir dire, j'intube mon patient, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il y en a, est-ce que j'ai un lit aux soins intensifs, est-ce que j'en ai pas? Ce patient-là, par exemple, ah oui, il y a un lit aux soins intensifs, on continue, ou ah, ce patient-là, il ne pourrait pas avoir de lit aux soins intensifs, il passe dans le protocole de triage, il est exclu du protocole. On n'aime pas le terme exclu. On va dire ce patient-là ne peut pas avoir de lit aux soins intensifs dans le protocole de triage. Bon, à ce moment-là, l'intubation n'est plus une option. On extube le patient puis on lui offre les autres soins qui peuvent être des fois selon la capacité de l'hôpital de l'oxygène à haut débit ou autre chose. Ce n'est pas nécessairement des soins palliatifs, mais on s'entend que plusieurs de ces patients-là qui vont avoir eu besoin d'une intubation ou qui vont se faire extuber vont passer en soins palliatifs. Donc, ça, c'est un peu la séquence. Mais pour répondre un peu à la question initiale, les trios, bien, on voit qu'il va y avoir un travail clinique sur le terrain qui va être très, très gros, un travail des trios qui va être très, très gros, surtout le jour 1, puis après ça, un travail en continu pour être très réactif après avec tout ce qui va se passer. Donc, ça va être un gros travail de coordination entre les deux. Pour les discussions en tant que telles, bien, les trois membres du trio vont avoir un peu des feuilles devant eux. Hein, voilà, ça va tout être virtuel, donc on va avoir des écrans devant nous, mais c'est surtout des scores, des feuilles. Donc, ça ne sera pas nécessairement une discussion à avoir qui va être très compliquée. Où est-ce qu'il va peut-être avoir un peu plus de discussion puis de délibération? C'est si des patients, par exemple, là, on n'a pas beaucoup parlé du protocole en tant que tel, mais il y a des critères A où est-ce que les patients ont 80% de chances de mortalité, des critères B où les patients ont 50% de chances de mortalité, puis des critères C où est-ce que les patients ont 30% de chances de mortalité. Mais à un certain niveau quand on va être, par exemple, dans la phase 1, où est-ce que ça serait les patients avec les critères A qui seraient exclus, bien, s'il y a des patients avec les critères B et C, bien, ça ne veut pas dire qu'ils vont être automatiquement pris et automatiquement exclus. Il va falloir qu'il y ait un peu de délibération, puis c'est plus dans ce temps-là que les échanges avec le trio entre les différents membres, on va voir qu'est-ce que ça va être sur le terrain. Moi, j'ai pas encore eu beaucoup d'expérience de trio. On en a eu des simulations cet été, mais c'était pas nécessairement des délibérations de trio. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les différentes simulations en espérant que encore une fois, ça reste au niveau des simulations. OK, fait que pour bien comprendre un coup que la priorisation va avoir été faite, le score va avoir été fait, à ce moment-là, ce comité-là va donner ses résultats à l'équipe traitante et va, d'une certaine manière, exiger le retrait thérapeutique en disant c'est lui que vous allez choisir, c'est lui que vous allez extuber, parce qu'on en a un nouveau qui vient d'arriver à l'urgence, puis lui, il ne score pas du tout là-dedans, puis ses chances de survie sont excellentes. Alors, on y va avec ça. Et là, l'équipe devra s'exécuter. Exactement. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'il peut avoir des réactions difficiles de la part des intensivistes ou des urgentologues d'accepter ou non le résultat? Tu sais, je comprends que c'est ça la règle, puis il faut le faire, là. C'est comme quand il y a un triage inversé, ben, il y a un triage inversé, là, il faut le faire. Est-ce que vous avez réfléchi ou pensé, ou toi, c'est quoi ton opinion? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un peu d'objection ou des trucs réfractaires là-dessus?
Mais je pense que tous les trois, on est depuis assez longtemps dans le système de la santé pour comprendre que toute décision imposée a une réaction particulière. Épidermique. Alors, moi, j'aimerais pas ça qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me dise quoi faire, là, surtout quand ça vient le temps d'extuber un patient ou de choisir qui est là aux soins intensifs. Hein. Une des caractéristiques des intensivistes, c'est de décider qui rentre dans nos lits puis qui sort. Puis ça, c'est une tâche qu'on défend très jalousement parce que ça fait partie de notre ADN là, de choisir ça. Là, la question, c'est de savoir comment ça va être perçu dans un protocole de triage ou est-ce qu'on va se le dire, là, ça va être le chaos. Si on est rendu là-dedans, là, le protocole, c'est pour mettre un peu d'ordre dans un chaos parce que toutes les équipes vont être dépassées et tout. Puis c'est aussi une chose d'avoir le protocole pour éviter qu'il y ait des décisions qui se prennent où est-ce qu'on va intuber des patients, puis 2 jours plus tard, ben ça va un peu moins bien, où il y a quelqu'un qui va un peu mieux, puis on va l'extuber le patient. Donc, que finalement, on fait juste prendre, c'est ça qui s'est passé en Italie, hein, d'avoir des lits qui vont servir à avoir des nouveaux patients, mais aucun patient qui va s'en sortir parce qu'on ne leur donne pas assez de chance. Donc, une des préoccupations initiales lors de la conception du protocole, c'était de donner un essai de soins thérapeutiques suffisant à ceux à qui on offrait un lit. Donc, ça, c'est. Puis on le sait, avec le COVID, c'est long. Il faut se donner du temps. C'est pas une pneumonie standard d'aspiration là, qui dure 4 jours, puis c'est réglé. Ouais. C'est un des scores qu'on utilise qui est le ProVent, sans rentrer dans les détails, mais dans le protocole, il est de 21 jours plutôt que 14 jours, qu'est-ce qu'on utilisait habituellement, parce que 14 jours en COVID, on a l'impression qu'on aurait passé 14 jours avec un patient intubé, puis qu'il y aurait encore des chances de s'en sortir qui seraient bonnes, puis qu'on l'extuberait sur un score de ProVent défavorable. On se souvient que 65 ans et plus, un ProVent, ça commence à être défavorable. Alors, c'est vraiment pas facile comme décision, mais on veut essayer de protéger les patients qui ont encore des chances de s'en sortir, puis de protéger les équipes, mais on s'entend que c'est tout à fait normal. On tient à nos patients. Ça va être mal perçu par les gens sur le terrain, mais je pense que ce qui va permettre de mieux accepter ça un peu sur le terrain, c'est qu'on voit c'est quoi l'alternative. L'alternative, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de comité, puis ce serait l'intensiviste qui déciderait tout seul, puis qui dirait non. Puis on sait comment on est comme individu, on se protégerait en prenant des décisions par téléphone, en essayant de ne pas voir les patients, puis tout ça, parce que émotivement, c'est trop lourd à prendre comme décision. Alors, le fait que le protocole a été présenté relativement tôt à l'ensemble des équipes. Là, presque tous les intensivistes du Québec, j'espère qu'ils ont une connaissance minimale du protocole, puis qu'ils voient un peu à quel point ça va être difficile. Puis énormément d'intensivistes sont impliqués dans ces protocoles, dans l'application de ces protocoles-là ou dans la formation des trios. Donc, comme ça va être des membres qui vont être partie prenante du processus, ça va être plus facile à accepter. On a l'impression. Oui, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant, Mathieu. Tu as dit que ça va mettre un peu d'ordre dans le chaos. Et sur le coup, la première fois que j'ai lu le protocole et lorsque j'ai fait les essais et lorsque je me suis projeté là, dans l'avenir en disant je vais devoir faire ça, je vais devoir extuber. Tu sais, on en avait parlé dans notre autre podcast de dire que on a beau avoir tous les protocoles du monde, le geste de retirer un ventilateur à un patient qui n'est pas en soins de confort vraiment, qui est juste comme là, c'est parce que c'est assez, il faut que je le donne à un autre. Ce ne sera pas un geste facile. Puis ça, on en a parlé dans le dernier podcast. Mais quand tu parles du chaos, mais peut-être qu'au fond, ce protocole-là, en tout cas, j'espère que c'est ça, puis j'espère que c'est un peu ça l'idée derrière, c'est que ça va donner la béquille de nous permettre de passer au travers ça dans un certain ordre, d'une certaine manière. Je ne l'avais pas vu de cette façon-là jusqu'à temps que tu en parles. Puis là, plus que j'y pense, plus que je me dis, ben au fond, ça va nous aider, puis ça va aider tout, parce qu'on le sait, hein, les docteurs, on passe pas beaucoup de temps au chevet. Les nurses passent beaucoup de temps au chevet. Et pour eux, des fois, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont impliqués émotivement avec les familles, beaucoup plus que nous. Fait que si ce score-là vient donner une certaine légitimité à ces décisions-là unilatérales d'extuber puis d'arrêter les soins, bien, ça va peut-être avoir l'effet escompté. Alors, peut-être que ça ne sera pas si pire que ça. En tout cas, je le souhaite que ça va donner un peu ça, mais c'est un peu ça que ça me fait comme minding là, lorsque tu as parlé du chaos puis de venir un peu rééquilibrer les choses là-dedans. Fait que je le vois d'une façon un petit peu plus positive que je voyais ça là, dans les dernières semaines. Là, surtout quand la première fois que je l'ai lu, là, j'ai été un peu frappé. Là. On s'en cachera pas, Yann, ça va être épouvantable. Peu importe, là, on essaie d'être positif à travers ça, mais ça va être épouvantable. Tu as mentionné les infirmières, mais je pense aux inhalothérapeutes aussi. Dans les faits, c'est pas nous, les médecins, qui allons extuber. Là, ça va être extubation unilatérale, puis tout ça. Là. Donc, ça va être vraiment, vraiment difficile.
de pouvoir dire, ben voici sur quoi on s'est basé, puis on ne s'est pas basé sur X, Y, Z, ou je ne me suis pas levé ce matin, puis c'est moi qui ai pris cette décision-là, puis devoir justifier toutes les décisions individuellement comme docteur. Je pense que ça va être un peu plus facile de dire c'est un foutu protocole, on déteste tous ce protocole-là, mais c'est le protocole il faut suivre. Là. D'un point de vue médico-légal, c'est définitivement le protocole qu'il faut suivre. Puis ça va être très important. Là. Si jamais il y a une mise en tension provinciale, il faut vraiment suivre le protocole à la lettre puis documenter les décisions parce que ça ne peut pas être le Far West. Là. On ne peut pas prendre n'importe quelle décision. Ça va devenir le nouveau standard de pratique. Il y a quelque chose c'est sûr que pour ceux qui nous écoutent, vous le savez que avant d'enregistrer, on se parle toujours un peu entre nous autres. Naturellement, on n'improvise pas tout ce qu'on a à se dire là. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais que nous, on a parlé beaucoup dans notre CIUS, c'était de tout le côté légal et toute protection légale que ça pouvait nous apporter. Puis on se questionnait, puis naturellement, on n'avait pas accès aux gens du ministère pour répondre à nos questions. Fait que je ne sais pas si toi, Mathieu, je ne veux pas te mettre on the spot, là, mais je voulais savoir, est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a des... Au fond, ce qui fait peur, c'est de dire le nombre de personnes qu'on risque d'extuber unilatéralement, il faut se sentir complètement protégé par rapport à ça, mais les médico-légalement. Moi, j'ai appelé directement la CPM, là, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur du Québec et du Canada. La CPM, c'est notre association d'assurance professionnelle là, qui nous protège en cas de poursuite ou de problématique. Là. C'est des conseils autant d'avocats que de la représentation en cours. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez une position là-dessus? Puis malheureusement, il n'y avait pas vraiment de position. Fait que ça m'a comme un peu inquiété. Mais ils nous ont dit au bout de la ligne, là, le médecin conseil m'a dit que tout ce qui va avoir été fait en tant que médecin dans l'exercice de ses fonctions, la CPM va nous protéger. Bon, ça, c'est une chose, c'est bien. Il y en a qui trouvent que la CPM n'est pas très, très agressif pour nous protéger, mais ça, c'est un autre débat. Mais dans les faits, au niveau québécois, ministériel, le Collège des médecins, est-ce que tu sais s'il y a quelque chose qui va nous empêcher de un jour avoir un recours collectif contre tous nous autres là, pour revenir contre nous dans ces circonstances-là? Oui. Mais en fait, il y a deux choses. Hein. Quand on parle de poursuite ou de risque médico-légal, il y a le risque de plainte au collège. Puis ça, bon, je ne parle pas au nom du collège. Là. Je pense que c'est là qu'il faudrait dire je ne suis pas avocat. Ce conseil n'est pas un avis légal, mais c'est le collège. En fait, comme je dis, ça devient le nouveau standard de pratique. En fait, ça va être beaucoup plus difficile à défendre si on prend des décisions à l'extérieur de ce protocole-là. Parce qu'à ce moment-là, on pense aux gens. Quand on pense en termes médico-légaux, on pense beaucoup à ceux qu'on va extuber de manière unilatérale, mais on ne pense pas à ceux à qui on n'aura pas donné accès aux soins intensifs. Puis ça aussi, c'est des risques théoriques qu'on peut avoir. Bon, pour ce qui est des poursuites, il y a un dicton en droit qui dit personne ne peut empêcher personne de poursuivre. Alors, est-ce qu'il va y avoir des poursuites? C'est fort possible. Il y en a qui vont vouloir contester des choses comme ça. Comment ça va être géré? Bon, j'ai l'impression que de toute façon, c'est une situation exceptionnelle. Ça me surprendrait beaucoup que ça mène à quelque chose d'un point de vue légal, là, parce que ça va devenir, comme je dis, le nouveau standard de pratique. Et donc, la question légale, ça serait qu'est-ce qu'un médecin raisonnable aurait fait de la même manière? Est-ce que ça va se rendre jusqu'en cours? Ça, à ce stade-ci, je ne peux pas répondre plus de ça, mais le ministère a certainement des mécanismes pour essayer de minimiser ça le plus possible. On est quand même en urgence sanitaire et donc ça, c'est des situations exceptionnelles. Puis le ministère a en son pouvoir quelques outils là, qui pourraient protéger les médecins qui sont naturellement pas mis en place maintenant parce que le protocole n'est pas appliqué. Parfait. Fait que là, Mathieu, si je comprends, on veut l'appliquer là, à un patient donné, il y a des sections de protocole qu'il faut remplir. C'est quoi ces sections-là? Bon, dans le protocole, il y a plusieurs sections, mais si on veut regarder effectivement, la première section, c'est de déterminer si le patient à quelle étape de priorisation on est rendu. Bon, ça, c'est assez simple, c'est déterminé par le ministère. Puis après ça, c'est de voir c'est quoi le niveau d'intervention médicale du patient, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais d'emblée, tous les patients qui n'auraient pas d'objectif de soins intensifs, à ce moment-là, ils ne se retrouveraient pas aux soins intensifs. Donc, ça, c'est assez évident, mais c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que plusieurs patients, on le voit très souvent, les patients arrivent à l'urgence puis n'ont pas nécessairement de niveau d'intervention médicale déterminé. Donc, il faut avoir cette discussion-là au préalable. Ensuite, on détermine si le patient a effectivement une indication de soins intensifs parce qu'on va comprendre que les soins intensifs, en fait, comme on étire l'élastique beaucoup, certains patients qui, en temps normal, on aurait admis aux soins intensifs, là, vont peut-être être admis à l'étage avec une surveillance accrue.
Puis ensuite, on va déterminer si le patient a une série de critères qui, pour la plupart, là, sont des critères qui sont liés à soit des comorbidités, soit à la pathologie de base. Par exemple, quelqu'un qui aurait un trauma majeur, quelqu'un qui serait un grand brûlé, ainsi de suite. Puis, selon 3 sections, donc la section A, c'est les patients qui, avec ces critères-là, auraient 80% de mortalité aux soins intensifs. C'est une mortalité qui est prédite jusqu'à 1 an, parce qu'il y a des scores qui sont des mortalités à plus court terme, puis d'autres jusqu'à 1 an. Donc, c'est la mortalité qu'on va dire à court terme, entre guillemets, qui est prise en compte dans ces sections-là. Donc, 80% pour la section A de mortalité, 50% pour la section B et 30% pour la section C. Puis, il y a une série de critères, puis à chaque critère, on détermine si le patient a ou n'a pas cette condition-là. Puis ensuite, bien, on remplit le formulaire jusque-là. Puis après ça, il y a une autre section pour voir s'il y a des particularités cliniques qu'on devrait prendre en compte qui n'avaient pas été prises en compte précédemment, notamment les scores SOFA ou Apache, là, pour ceux qui sont familiers avec des scores un peu qui sont de sévérité de la maladie aux soins intensifs. Fait que là, si on prend ça, je sais qu'Yann t'a fait des simulations, Mathieu, je pense également. Expliquez-moi un petit peu votre expérience là, avec ces simulations-là sur des patients. Ben, en tout cas, moi, la première fois que j'en ai fait un, je vais parler du premier parce qu'à un moment donné, on va tous avoir à faire le premier. Puis le premier, je pense que c'est le plus significatif. C'est sûr qu'après quelques-uns, on connaît bien le protocole puis ça va plus vite pour cocher. On ne se le cachera pas. Puis comme Mathieu disait tout à l'heure, ben, le gros travail se fait au début, puis après ça va être juste de maintenir les résultats. Alors, la première fois que j'ai fait le test, ça a été, je sais pas, je l'ai trouvé un peu épique, là, tu sais, puis j'étais dans une journée de travail, puis une des infirmières cadres est venue me voir en me disant « Hey, tu veux-tu faire de la simulation? » Ça me tentait pas, mais j'ai dit « On va le faire pareil. » Puis ça m'a pris du temps à tout lire et tout faire. J'ai fait mon score, je suis arrivé, puis j'ai pris volontairement mon patient le plus malade de mon unité. Il était quand même assez jeune, là, c'était pas une personne très âgée. Et là, je suis arrivé à la dernière section que j'ai trouvée quasiment la plus difficile à faire parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un score SOFA puis Apache dans les faits là, avec le calcul et tout. Je suis arrivé avec des taux de mortalité ahurissants, là, en haut de 80% pour le SOFA puis en haut de 95% pour l'Apache ou l'inverse, là, je ne me souviens plus, mais en tout cas, de toute façon, c'était très, très, très élevé comme mortalité. Et par un hasard ou par la fatalité, le patient est mort à l'intérieur du 24 heures. Lorsque je l'ai fait, ben, comme j'ai dit, je l'ai trouvé difficile, mais j'ai trouvé que ça avait quand même une bonne structure logique et il fallait que je me remette certains scores dans la tête là, que je n'avais pas fait, comme justement le Provent là, que je n'avais pas fait depuis longtemps. La première chose que je me suis dit, c'est My God, on va faire ça sur papier. Il faut un logiciel pour faire ça puis pour maintenir ça. Ça serait le fun qu'on soit informatisé, mais le Québec, on est très, très, très en arrière. Je sais qu'il y a des pays que tout est informatisé, là, des durées aux pressions à tout. Là. Nous, on est loin de là. Donc, il faut créer une structure informatique qui va nous faciliter la vie, mais ça ne sera pas pendant la deuxième vague. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la première affaire que j'ai trouvée difficile. La deuxième affaire, en plus, avec de faire le score. Et après ça, je me suis dit, mais si je n'avais pas eu ce score-là, est-ce que c'est ce patient-là que j'aurais choisi, par exemple, si j'avais eu le choix total, là, sans avoir ce protocole de priorisation-là? Et là, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment pas ce patient-là que j'ai pris, alors que son taux de mortalité était très élevé. Ça m'a fait vraiment un questionner là-dessus. Puis lorsqu'on en a parlé un peu plus tôt, moi plutôt Mathieu, tu étais venu avec un bon point par rapport à ça. Fait que tu voudrais-tu juste le partager avec nous, là? Ben, en fait, le principe même du protocole, c'est d'enlever un peu la décision entre les mains du clinicien. Pas parce que c'est un mauvais clinicien ou quoi que ce soit, et de un, parce que la charge psychologique est grande, on l'a évoqué plus tôt, mais aussi parce qu'on vient tous avec nos biais et des mesures de discrimination qui sont la plupart injustifiées, puis pour lesquelles on n'en prend pas conscience. Une de celles-là, c'est souvent lié à l'âge. Donc, l'objectif, c'est justement que le protocole soit le moins discriminatoire possible. Puis c'est pour ça que c'est un protocole unique à la grandeur du Québec. Puis c'est pour ça que c'est un protocole qui est publié publiquement pour que ces critères-là soient connus de tous et non pas que ce soit le clinicien tout seul qui décide de la vie et de la mort de ses patients. Je dis de la vie et de la mort parce que certains patients, effectivement, vont mourir parce qu'ils n'ont pas accès aux soins intensifs ou parce qu'on leur retire leur accès aux soins intensifs. Certains patients vont quand même s'en sortir, mais on s'entend que tous ceux qui ont travaillé là-dessus, ça va être une minorité des patients là, qui vont s'en sortir là, sans leur accès aux soins intensifs.
Moi, je rajouterais une chose aussi, c'est que vous pourrez aller voir là, dans les notes de la balado, on va vous mettre le protocole au complet, mais il y a le 6 pages là, du petit protocole qu'on doit faire là, à tous les jours ou tous les 2 jours. Mais quand vous allez lire, vous allez voir que c'est des choses qui sont quand même assez de base et assez évidentes, là, tu sais, comme les troubles neurocognitifs, les cancers métastatiques. Alors, toutes les choses qui fait que le pronostic de vie à 1 an est en général très, très, très faible. Alors, je pense que ça, c'est rassurant de voir que ça a été bien pris en compte. Puis, je pense que les gens qui ont travaillé sur le protocole ont bien fait leur devoir par rapport à ça. Parce que des critères, oui, des fois, l'âge va pas aider. On le sait tous, là, que lorsqu'on a quelqu'un de 93 ans intubé aux soins intensifs, ses chances de survie de base, même s'il était très en forme avant, sont très faibles, ou même ses chances de récupération, de pronostic de récupération sont faibles. Mais avec ce protocole-là, ça vient donner une balise intéressante à ce niveau-là. En effet aussi, c'est que on ne fait pas nécessairement un protocole pour les extrêmes de l'âge. Hein. La décision difficile, parce qu'effectivement, l'âge vient quand même beaucoup influencer en COVID en particulier sur le pronostic des patients. Puis ça, il faut en tenir compte, mais c'est surtout pour éviter qu'on discrimine basé uniquement sur l'âge des patients ou sur autre chose. Là. Il y a des maladies pour lesquelles, par exemple, on se dit, nous, comme individus, je ne voudrais pas vivre comme ça, il n'y a pas de qualité de vie, mais c'est pas à nous de juger de la qualité de vie de quelqu'un d'autre quand on applique ce protocole-là. Il faut vraiment plutôt voir sur les données scientifiques qui déterminent la mortalité ou non comme tel. Puis c'est pour ça que ce protocole-là est basé surtout sur des principes scientifiques. Les principes éthiques, on en a parlé un petit peu moins en cas d'égalité, mais les principes éthiques, c'est en fait, on parle beaucoup de cycle de vie, où est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que si on exclut un patient de son accès aux soins intensifs par rapport à un patient à qui on accorderait l'accès aux soins intensifs, il y a au moins une génération, 25 ans d'âge. On a aussi le principe où les professionnels de la santé qui seraient exposés à la COVID dans leur lieu de travail auraient à ce moment-là une priorité. Ça c'est comme on appelle les tiebreakers en cas de bris d'égalité. Puis finalement, c'est la randomisation parce que c'est une des méthodes les plus équitables de randomiser deux patients quand ils sont assez similaires en termes de pronostic clinique. Donc, ça se peut très bien que ça soit un peu tiré au hasard. Ça nous fait tous très peur, mais d'un point de vue éthique, c'est une des manières les plus justes de procéder. Ouais, c'est équitable d'une certaine manière. Est-ce que, parce que lorsque ça l'a sorti dans les journaux, j'ai eu plusieurs de mes amis qui sont pas dans le milieu, qui m'ont appelé pour me poser des questions. Naturellement, on voyait tout derrière que c'est leur peur intrinsèque à eux-mêmes qui se manifestait comme ça. La parentalité, le fait d'avoir deux personnes, mettons 2 hommes ou 2 femmes de 40 ans, un qui a des enfants, l'autre qui en a pas, est-ce que ça vient jouer? Y a-t-il quelque chose qui peut venir affecter ce niveau-là? Non, donc on va appeler ça dans la valeur sociale d'un individu. Donc ça, on n'en prend pas en compte parce que c'est impossible à appliquer. C'est impossible à appliquer. Puis ça, c'est non seulement impossible à appliquer, mais c'est extrêmement difficile aussi parce que là, le mettre sur papier, même dans un protocole qu'on n'espère pas appliquer, bien, ça vient vraiment hiérarchiser la valeur sociale des individus parce que ce protocole-là, même si c'est juste sur papier, ça donne quand même une idée de qui on priorise dans notre société, qui on priorise pas. C'est pour ça que c'est pas des caractéristiques des patients qu'on priorise pas, c'est vraiment leur pronostic à eux qu'on priorise pas. Donc, comme on dit souvent, le premier ministre qui se présenterait, qui serait trié, on n'aurait pas son nom là, en haut du formulaire. Ouais. C'est anonymisé pour que finalement, ben, il serait traité comme n'importe quel autre personne. Puis dans certains endroits du monde, vous voyez un peu les valeurs qui sont différentes, mais par exemple, les femmes enceintes avaient une priorité un peu plus grande que quelqu'un qui ne serait pas enceinte. On a choisi de ne pas, parce que pour certains, c'était 2 vies sauvées plutôt qu'une. C'est pas une voie qu'on a choisi de prendre comme telle, parce que ça, encore une fois, c'était accorder une valeur sociale à un individu. La seule valeur sociale, et je vais mettre en gros guillemets, c'est pour les patients qui vont avoir attrapé la COVID dans leur emploi comme travailleurs de la santé. Et là, ce n'est pas une valeur sociale de la même manière. On va parler un peu du principe de réciprocité, c'est-à-dire que si, comme société, on accepte que les travailleurs de la santé, ou on leur demande en fait d'aller s'exposer aux risques reliés à la COVID, mais ça veut dire qu'en réciproque, si jamais ils attrapent la COVID puis qu'ils ont besoin d'un accès aux soins intensifs, on va leur accorder.
Oui, excellent. C'est un bon point. C'est rassurant pour nous, puis surtout les gens qui nous écoutent, on est tous des travailleurs de la santé. Bon, peut-être qu'il y en a qui peuvent trouver ça inéquitable pour le reste, mais je pense qu'à un moment donné, il faut tracer des lignes, là. Moi, j'écoute tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, tout ce que tu as dit, Mathieu. C'est super de t'avoir eu aujourd'hui. Je suis sûr que l'autre Mathieu, mon Mathieu, si on veut, il est d'accord avec moi. C'est un onomatopée, mais la seule chose que j'ai à dire avec ça, c'est wow. C'est pas wow dans le sens positif, dans le sens comme Burke. C'est au fond, j'ai peur, là, j'ai peur de me rendre là. Ben, pas peur, mais je veux pas me rendre là. Au fond, c'est surtout ça. Et comme je le disais au début, les ressources humaines sont limitées, donc le 200% peut arriver beaucoup plus vite qu'on pense. Surtout que la plupart des gens touchés, c'est du 18 à 40 ans et c'est les travailleurs de la santé. Fait que ça m'inquiète beaucoup. Je sais pas, Mathieu, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, mais moi, je vais aller essayer de me reposer en me disant que je l'utiliserai pas, le protocole. Je vais faire un genre de vœu pieux là-dessus. En fait, on l'a peut-être pas beaucoup évoqué, mais c'est un protocole qui va s'appliquer à tous les patients, pas juste ceux qui ont la COVID, hein. C'est tous les patients qui ont besoin de liés aux soins intensifs. Donc, quelqu'un qui aurait un infarctus majeur, qui serait en choc cardiogénique, puis qui aurait besoin de liés aux soins intensifs, on va appliquer le protocole de la même manière. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va prioriser ceux qui ont la COVID ou qu'on va exclure ceux qui ont la COVID. Tous les patients sont égaux, peu importe leur diagnostic d'admission, c'est vraiment leur pronostic qui va être déterminant. Donc, effectivement, c'est un bel exercice qu'on espère être théorique, hein. Les éthiciens cliniques, on est des gens qui sont sur le terrain, on aime ça, avoir des questions, des dilemmes éthiques à résoudre, mais celui-là, on espère que ça va être un dilemme éthique qui va demeurer théorique, puis on va en parler à nos étudiants, puis on va continuer à en parler en disant, ben c'est ça qu'on a fait en 2020 puis 2021, puis fort heureusement, on n'a jamais eu à l'utiliser, puis c'était une belle perte de temps collective, mais tant mieux. Oui, bon, ben alors, je pense que ça conclut bien. Je voudrais te remercier, Mathieu Moreau, d'avoir été avec nous. Je pense que ça a été fort intéressant. Les 2 fois que tu as participé à nos podcasts, ça a toujours été des questions. Ça, c'est extrêmement intéressant. Comme je le disais la dernière fois, c'est le fun de sortir de notre evidence base puis des concepts scientifiques. C'est le fun d'aller plus dans les trucs philosophiques, éthiques, sociologiques. C'est vraiment intéressant. Puis je me promets de te réinviter. Je suis sûr que mon collègue Mathieu Desgroseilliers, lui, il est d'accord avec moi là-dessus. Tout à fait d'accord, Mathieu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment apprécié. J'espère aussi qu'on n'aura pas à utiliser le protocole de priorisation aux soins intensifs au Québec, ni même ailleurs dans le monde. Pour nos auditeurs hors Québec, laissez-nous savoir ce que vous pensez, si vous avez des protocoles propres à votre région. Si malheureusement, vous avez dû utiliser des protocoles similaires. Laissez-nous savoir comment ça s'est passé, vos expériences, mais surtout comment vous êtes sentis là-dedans. On poursuit la discussion sur Twitter, Facebook et sur toutes les autres plateformes. D'ici le prochain épisode, faites attention à vous autres. Bye. Bye, faites attention à vous. Au revoir. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.